Chers compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous des problèmes qui assaillent notre cher Sénégal. La loi du plus inconscient est toujours la meilleure. Le président Macky Sall et son gouvernement ont tout fait pour payer les salaires des fonctionnaires sénégalais à l'avance, afin de leur permettre de se rendre à Touba au Magal, pour faire un Magal de prodigalité. Forget your trouble and dance. Forget your weakness and dance. Forget your sickness and dance. Voilà ce que nous disait Bob Marley. Oublions nos troubles, nos problèmes, nos faiblesses et nos maladies et mettons-nous à danser. Oui, c'est beau la vie. Mais cette irresponsabilité, l'une de ces grandes irresponsabilités auxquelles nous a habitués le régime de Macky Sall, n'est pas surprenante pour nous qui avons l'habitude de diagnostiquer et d'observer au microscope ces agissements. Comment se fait-il qu'un pays qui est à genoux, un pays assiégé, je ne dis même pas assiégé, mais vaincu pratiquement par le Covid-19, comment se fait-il que ce pays voit ses dirigeants qui auraient dû prendre des mesures idoines afin de protéger les citoyens contre cette terrible pandémie qui n'a pas fini de faire des malheurs en Afrique et encore au Sénégal où les chiffres de toute façon sont masqués, maquillés, etc. Ce sont des chiffres tronqués qu'on nous donne tout le temps au niveau de truc là. On tronque les chiffres pour permettre l'organisation d'un rassemblement massif où bien entendu tous ceux qui sont rendus là-bas sont exposés. Et bien sûr qu'ils sont exposés. Les gens se permettent de croire qu'une maladie qui n'a pas épargné un seul recoin de cette planète-là, les coins de la planète où il y a le plus de médecins même, et le plus de moyens médicaux et le plus de chercheurs, que cette maladie va épargner le Sénégal et les Sénégalais qui étaient à Touba. Donc, c'est naturel, rétif, que la vérité fait cabrer, ont organisé leur événement parce qu'ils y tiennent. Parce que c'est ça qui leur rapporte des sous. Hein. Ils ne tiennent pas parce que c'est un événement religieux. Encore une fois, ce n'est même pas un événement religieux. Même si c'était un événement religieux islamique, ça ne peut pas dépasser l'événement qu'est la Hajj, le grand pèlerinage là, qui fait partie des arcanes de l'islam. Donc des piliers de l'islam. Mais ce qui les intéresse, c'est les sous, que ça leur rapporte. Rien d'autre. Ce n'est pas le bien-être des Sénégalais, au contraire. Les Sénégalais se sont engouffrés là-bas, serrés, avec la transpiration, avec ces maladies-là qui... Mais cette maladie, c'est ce qu'elle réclame. Il n'y a que ceci qui fait le lit de la propagation exponentielle de cette maladie. Et on a vu énormément d'hommes politiques sénégalais faire la queue là-bas, faire le pied de grue, afin de se faire mettre en exergue de façon ostentatoire avec des marabouts. Et tout cela pour quoi faire? Tout de pouvoir montrer ou suggérer à leurs sympathisants, entre guillemets, ou aux Sénégalais, entre guillemets, que oui, ils acceptent la tutelle et la souveraineté de ces empereurs des ténèbres sur eux, ces hommes politiques. Et c'est ces hommes politiques-là qui veulent changer le Sénégal. Ils veulent changer le Sénégal en mettant en avant les ténèbres, en donnant des pouvoirs inimaginables à ces gens qui nous vendent des ténèbres, qui servent des ténèbres aux Sénégalais, qui font la promotion d'un Sénégal ténébreux. Ces confréries. Ces confréries qui sont l'opium de notre peuple sénégalais. C'est en se courbant devant ces seigneurs de ces confréries-là, de ces ténèbres-là, qu'ils vont aider le Sénégal. Au contraire, les gens qui partent là-bas, parce qu'ils croient que ces gens-là ont de l'importance, c'est des gens qui se sont dit, je parle des hommes politiques, c'est des gens qui se sont dit que les Sénégalais n'ont aucune importance. Que c'est les ténèbres qui ont de l'importance dans ce pays. Donc ils font tout pour apporter pour donner de la force, de la voix à ces gens des ténèbres. Qui plongent le Sénégal dans un cloaque duquel
Décidément, ce sera difficile d'extraire le Sénégal de ce clan de sous-développement tant qu'on aura des hommes politiques qui sont prêts tout le temps à faire le tour des confréries là lorsqu'elles organisent des manifestations qui n'ont pas de raison, même s'il n'y avait pas la maladie, ces manifestations, elles ne le font pas pour le Sénégal, elles le font dans le cadre de leurs intérêts crypto-personnels. Ce n'est pas l'intérêt des Sénégalais. Même là, une mosquée, grande mosquée qu'on construit à Dakar qui vaut dans les 14 milliards, alors qu'à Touba il manque énormément d'eau, il n'y a même pas d'eau. Les populations qui habitent là-bas peinent pour avoir de l'eau. Au lieu de construire des forages, de creuser des forages avec, non, ça ne les intéresse pas, c'est le fait de construire une mosquée, et de plastron et dire que ouais, on a fait quelque chose d'extraordinaire ici en Afrique de l'Ouest, la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça rapporte au pays? Le fait d'avoir la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal, aux pauvres Sénégalais? Mais c'est terrible. La situation est plus que terrible parce qu'on a vu les politiciens qui se précipitent là-bas. Ceux qui auraient dû critiquer l'organisation d'un tel événement, ce sont ces gens-là qui se sont précipités là-bas. Et après, ils vont nous tenir quel discours? Quel discours peuvent nous tenir ces gens-là pour nous faire croire à quoi? Des gens qui n'ont même pas le courage de condamner de tels événements en cette période de pandémie, qui sont rendus là-bas, se sont prosternés là-bas, ces hommes politiques. Quel discours ils peuvent tenir au Sénégalais, comme quoi ils aiment le Sénégal et qu'ils veulent extraire le Sénégal de son sous-développement, arriéré? Non, soyons sérieux. Il faut que nous nous respections nous-mêmes Sénégalais parce que ce Sénégal n'appartient pas à une caste de mafieux. Le Sénégal, c'est pour les Sénégalais en principe. Mais ce qui fait surtout mal, c'est que le plus grand nombre de Sénégalais s'adonnent à cet exercice, sans tenir compte même des conseils que les médecins donnent, des avertissements que les gens donnent, des statistiques disponibles au niveau de tous les sites. Même John Hopkins University, vous allez là-bas voir combien de morts ça fait aux États-Unis, plus de 500 000 morts. Combien de morts en Inde, combien de morts au Brésil, etc. Ces gens-là disent que tout cela, c'est des mensonges. Tout cela, c'est du mensonge. Ce qui est vrai, la seule réalité, c'est que ce qu'ils veulent faire, ils vont le faire. C'est une stupidité incomparable, inadmissible et sans précédent. On ne peut pas comprendre que les gens ne veuillent plus, mais s'ils adorent le suicide, on peut comprendre, mais je ne comprends pas que toute une civilisation, tout un peuple, veuille adorer simultanément le suicide. Une chose que rien ne justifie. Rien ne justifie. Quand on va se dire, quand on nous dit que ça fait partie des réalités, quelle réalité? Des réalités mortelles. C'est des réalités qu'on doit conserver. Des réalités mortelles. Qui sont maléfiques. Mais comme on est dans un peuple sénégalais où le quotient intellectuel là est proche, ne sera jamais de zéro, ne quitte pas zéro. Le QI sénégalais, c'est pratiquement zéro, c'est zéro, on peut dire. Il n'approche jamais de 1. Mais ces actes-là sont stupides. Ça ne rapporte rien. Et puis, le pire, c'est que ça rapporte rien. Ceux qui sont partis prendre leur argent pour le balancer là-bas, ils l'ont fait en toute irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Le Macky Sall, ce qu'il a fait, c'est ce que les gens de l'opposition aussi ont fait. Donc, on ne vient pas nous demander de me dire que nous, opposition, on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez, c'est ça que vous voulez pour le Sénégal. C'est ça que vous souhaitez pour le Sénégal. Un Sénégal ténébreux qui vit dans les ténèbres et qui quitte jamais les ténèbres. Un homme politique doit avoir de la responsabilité. Nous croyons que la politique, c'est une affaire d'individus responsables, d'individus instruits, mûrs, qui connaissent les enjeux sociaux, économiques et politiques et qui prennent des mesures idoines afin de pouvoir aider notre pays à s'en tirer. Mais ce n'est pas en allant se prosterner devant des marabouts qu'on va développer ce pays-là. Ceux qui se prosternent devant les marabouts-là, ou bien ceux qui se mettent en exergue avec ces marabouts-là, ce n'est pas eux qui veulent développer ce pays. Ce pays, on ne peut pas le développer ainsi. Ces gens-là ne peuvent pas nous aider à développer le pays. Ces gens, ils tirent le Sénégal dans un autre sens, dans le sens du sous-développement. Et nous, Sénégalais, nous aspirons à ce qu'on nous tire vers la voie du développement.
Ces deux voies-là sont incompatibles. On ne peut pas courir à l'avant et aller de l'avant et à l'arrière en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Sénégal est un peuple, est un pays qui est développé et qui est dépassé par même ses voisins africains. Parce que c'est un pays où l'irresponsabilité fait loi et maîtresse. Donc, les hommes politiques, si c'est comme ça que vous voulez mener le Sénégal, mais ça veut dire que vous êtes des Macky Sall aussi. Hein? Vous êtes aussi des Macky Sall. Si vos attitudes sont similaires, ça veut dire que vous êtes tous pareils. Demain, vous serez au pouvoir, que vous agirez de la même façon. Vous serez au pouvoir demain, que vous agirez de la même façon que ce Macky Sall. Terrible, c'est terrible hein, le constat qu'on fait. Pauvre Sénégal, malheureux Sénégal. Un pays que personne n'aspire à sortir du sous-développement. Chers Sénégalais, nous nous sommes rendus compte, récemment nous avons parlé de ce que c'est que le dérèglement climatique et de ce que ça coûte à notre planète. Chaque année, le Sénégal n'est pas en reste. On voit que le Sénégal, il n'y a que du désert. Même dans les rues, il n'y a même presque plus d'arbres. Et une étude a montré que dans les zones les plus pauvres d'une ville comme New York, la chaleur il fait 3 fois plus chaud là-bas que dans les autres zones parce qu'il n'y a presque pas d'arbres dans ces zones. Il n'y a que la latérite qui absorbe beaucoup de chaleur pour la dégager dans l'environnement. Bon, bref. Pour dire quoi? Pour dire que les Nations Unies, depuis 2 semaines, ont sorti un rapport en disant que en 2030, au lieu que les émissions là diminuent, elles vont augmenter de 16%. Ce qui veut dire que l'hypocrisie des gouvernants à travers la planète là est mise à nu par ce rapport. Les jeunes sont en train de se réunir à Milan pour faire un sommet sur le climat. Mais même eux disent qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont aucune confiance, c'est du blabla même, disait Greta Thunberg, que c'est des promesses vides que les chefs des États de ce monde-là ont l'habitude de faire. Prendre des engagements et ne jamais les respecter. Même les 100 milliards de dollars qu'ils avaient promis pour l'Afrique, jusqu'à présent, même 80 milliards seulement de dollars ont été réunis, rassemblés pour aider les Africains à faire des programmes, projets qui pourraient aider à atténuer les effets du dérèglement climatique. Donc, même après le sommet de Glasgow, la COP26 de Glasgow là, de novembre, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Des engagements seront pris. Mais le climat continuera, lui. Les émissions continueront de plus belle. Les 2 degrés Celsius seront dépassés, les gens ont dit 2 degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle seront déjà dépassés. D'échanger avec vous concernant l'agriculture au Sénégal. Les statistiques, parce que les statistiques sont beaucoup plus parlantes que les discours que de nos hommes politiques et autres, de nos dirigeants. C'est 444 milliards de francs CFA d'importation que le Sénégal dépense chaque année pour le riz importé. 444 milliards de francs CFA. Ce qui correspond globalement à 2 108 000 tonnes de riz importé. Et le riz produit localement, c'est 1 100 000 tonnes. Donc le riz produit dans notre pays, c'est à peine le tiers de la consommation totale de riz dans notre pays. Et les exportations font le chiffre astronomique de 444 milliards de francs CFA chaque année. Donc vous convertissez en devises, parce que c'est en devises, c'est les devises qu'on dépense pour avoir le riz. Vous convertissez ça, si vous voulez, en dollars, vous aurez l'équivalent. C'est un peu moins de 1 milliard de dollars en termes de devises. C'est une somme colossale consacrée aux importations de riz pendant que sur les 18 000 km² qui constituent la superficie de la vallée du fleuve Sénégal, donc la partie de la terre jonchant le fleuve Sénégal, sur les 18 000 km², dont les 30% sont occupés par les eaux de crue chaque année, il n'y a que les 10%
10% de 18 000 km, autrement dit 180 000 hectares qui sont consacrés à la production de riz. Ce qui veut dire que si on avait même décidé de doubler les surfaces emblavées en riz, j'ai dit doubler, je n'ai pas dit tripler. Je pèse mon mot. J'ai bien dit doubler, je n'ai pas dit tripler. Si on avait décidé uniquement de doubler la surface emblavée en riz et qu'on avait associé des bonnes techniques, que les ingénieurs, les agronomes, les techniciens des CP en agronomie sont là pour améliorer les rendements, le Sénégal serait autosuffisant en riz. C'est 10% seulement de la surface de la vallée du fleuve Sénégal, 10% des 18 000 km, autrement dit 180 000 km qui sont consacrés à la riziculture. Pour un pays qui importe 444 milliards en termes de francs CFA, qui consacre 444 milliards de francs CFA chaque année à l'importation de riz. Vous voyez donc, avec moi, vous constatez que aucun effort n'est consenti par l'État pour augmenter les aménagements ou bien pour imposer à ce qu'il y ait des recherches qui améliorent les rendements de la production de riz au Sénégal. Notre production ne faisant que le tiers de la consommation locale. Alors qu'on dispose d'un grand fleuve, comme le fleuve Sénégal, qu'on dispose aussi d'autres grands fleuves. Et pour ce qui est de la production de sucre, c'est 70 000 tonnes de sucre qui sont produites chaque année ici au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise. Les 100 et quelques mille tonnes de riz sont importées. Ce qui fait que la production de la CSS ne fait que 70% des importations. La production de riz, de la part de la CSS, de sucre autant pour moi, la production de sucre de la CSS ne couvre que 70%. Je dis 70%, je dis bien des importations, pas de la consommation. La consommation totale est de 170 000 tonnes. Malgré ce que l'État de Senghor et d'Abdou Diouf, malgré les avantages qu'ils avaient accordés aux migrants, à la famille migrante pour l'exploitation, pour la production de canne à sucre, on constate que plus de 40 ans plus tard, que la production de sucre locale, ce n'est rien face aux importations, qui font 100 000 alors que la production locale fait 70 000. De même, pour les farines, une grande quantité de farine de blé. Excusez, je parle du blé. Le blé, on peut le cultiver au Sénégal si on voulait. Seulement les rendements seront moindres. Ça, scientifiquement, c'est prouvé. Les rendements seront beaucoup moindres que dans les zones tempérées, comme le nord de l'Europe et le nord des États-Unis, etc. Mais, on peut en cultiver. Mais ce qu'on importe, c'est colossal. Pour produire du pain, pratiquement les 90% des importations de blé consacrées à la production de pain. Et l'autre quantité à la production de pâtisseries, de beignets si vous préférez, etc., de gâteaux, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'huile, la Sinoir qui est déjà déficitaire, ex-Sonacos, déficitaire, je crois qu'il y a même un déficit de 32 milliards, une dette de 32 milliards, que l'État se verra obligé même d'éponger. Sa production d'huile, la consommation d'huile de Sinoir, là, d'arachide, Sinoir ici au Sénégal, ne fait que 5% de la consommation totale. La préférence ayant à l'huile de palme, etc. En un moment, même le gouvernement sénégalais avait tout fait pour bloquer l'importation d'huile de palme de la Côte d'Ivoire. Mais sans aucune réussite, parce que le Sénégal fait partie de l'UEMOA. Il y a des conventions et des traités que le Sénégal a signés et qu'il est obligé de suivre, de respecter. Donc, voilà pour ce qui est de notre agriculture. Je ne vais pas m'attaquer à la production de viande, parce que vous-même, vous savez que pour la viande, là, le Sénégal est déficitaire. Si pour la tabaski, par exemple, les Maliens ne viennent pas ou les Mauritaniens, on n'a pas de mouton. Donc, la production de viande, même ici, est très déficitaire au Sénégal. Et la production de lait aussi est déficitaire. Encore même, les Sénégalais ne consomment même pas de viande.
Et malgré tout, la consommation de viande est très déficitaire. Et maintenant, l'État est là pour constater tout cela. Tous les manquements, à tous les niveaux, que vous prenez le riz, que vous prenez le blé, que vous prenez le sucre, que vous prenez, que ce soit pour, je ne parle pas de l'arachide, quel que soit le sucre, mais partout, les productions sont déficitaires. La production locale est très loin des besoins des consommateurs. Encore que même, on n'a que fort peu de consommateurs puisqu'on est dans un pays où le chômage règne massivement. Mais malgré tout, la production de riz n'est pas suffisante, la production de sucre n'est pas suffisante, de viande n'est pas suffisante, et j'en passe. Mais cet État qui est là, et les autres, les États qui l'ont précédé, comme celui de Senghor et de Abdou Diouf, c'est des gens qui sont là, qui sont intéressés que par le pouvoir et par le fait peut-être de pouvoir s'enrichir indirectement avec le pouvoir, grâce au pouvoir. Mais sinon, le mieux devenir des Sénégalais ne les a jamais intéressés, ne les a jamais préoccupés. Et pourtant, les moyens sont là. L'eau existe. Nous ne sommes pas comme le nord du Mexique qui ne parvient plus à avoir d'eau parce que le fleuve Colorado maintenant ne fournit plus de l'eau jusqu'au Mexique. Parce que les États-Unis retiennent essentiellement tout le flux d'eau venant du Colorado. Mais nous ne sommes pas comme ces gens-là. Nous avons de l'eau sur le fleuve Sénégal, de l'eau sur le fleuve Gambie, de l'eau sur le fleuve Casamance. Mais nous n'avons pas de la production. Nous produisons rien. Même pour le coton, c'est ridicule. Ce qui se passe pour la production textile, tout est importé. Il n'y a que quelques cotons qui sont trucs ici exportés. La production de coton est nullissime. Elle atteint autour de 23 000, je crois que le maximum c'était 23. En un moment c'était 51 000 tonnes, vers 1991, je crois, ou 71 ou 91. J'ai oublié l'année, mais en 2003 c'était autour de 23 000 tonnes. Ridicule, ça n'a même pas fait la moitié de ce que le pic ça avait atteint avec 51 000 tonnes. Donc ce qui fait qu'on importe tout ce qui est textile. Je me rappelle, étant plus jeune, il y avait la Sotiba qui était présente ici, l'Icotaf, mais Sotiba et Icotaf ont fermé. Même la NSTS de Thiès ne fonctionne plus. Ce sont quelques maigrettes entreprises qui font un petit peu de textile qui sont là. Mais les grosses pointures qu'on connaissait ne sont plus là. Et on importe énormément de textiles de Chine et d'Europe. Énormément de textiles de Chine, d'Europe, un peu de Bangladesh, je ne sais plus, de Pakistan et un peu de Brésil même. Alors que on cultivait, on produit jusqu'à 51 000 tonnes. C'est une quantité vraiment. Même 51 000 tonnes, c'est ridicule. Au lieu d'améliorer ces niveaux, on dit qu'il est du fait de la baisse des prix du coton à l'étranger. Mais le Sénégal doit produire du coton parce que les Sénégalais portent des habits où il y a qui demandent du coton. Mais rien à faire. Tout est importé. Jusqu'à quand? Un pays qui importe tout et qui n'a même pas d'usine pour produire et pour vendre à l'étranger. On ne vend rien à l'étranger. Peut-être nos poissons. On vend nos poissons à l'étranger. Nos poissons, ce n'est même pas ça. Ça ne rapporte même pas ça. 14 milliards sur 5 ans. Alors que rien que donc le budget du conseil pour la, je ne sais plus, au conseil pour les collectivités territoriales et du CSE, ça dépasse. Ça fait l'équivalent de cela en 5 ans. Alors qu'en une année, ces deux institutions-là nous coûtent 14 milliards. Ce n'est pas ces gens-là qui vont développer le Sénégal. Il nous faut une politique agricole. Tous les pays sont passés par une révolution industrielle. Par une révolution agricole avant la révolution industrielle. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, l'Angleterre, la France, etc. Toutes sont passées par la révolution agricole. On ne peut pas faire de révolution industrielle sans avoir fait au préalable de révolution agricole. Mais ici au Sénégal, tous nous servent des discours qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Avec le meilleur devenir de Sénégal. L'arachide n'étant pas rentable, malgré tout, pourtant, l'État se consacre à la production d'arachide. Alors qu'on peut produire autre chose à la place. Chers Sénégalais, chers compatriotes, ce sont les quelques mots que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui, tout en espérant que vous auriez, tout en espérant escompter de l'amabilité de votre part et de la compréhension de votre part. Merci beaucoup et au revoir, très chers compatriotes. À la prochaine fois.